Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je pense qu'elle va être plus courte que d'habitude, mais cela dit, même si je suis tout seul, c'est moi, donc à tout moment je me mets à parler pendant 3 heures et la vidéo est plus longue que d'habitude. Mais normalement, ça devrait le faire. Comme vous le voyez sur YouTube, pour les personnes qui sont sur YouTube, ça va être une deck tech sur Puffin. Alors, pourquoi faire une deck tech sur Puffin? L'idée, c'est que en gros, comme vous l'avez vu la semaine dernière, enfin pardon, la semaine d'avant, voire encore avant selon quand sort cette vidéo, mais en gros il y a quelques semaines, Arthur et Evan ont rejoint la chaîne. On n'en a pas vraiment parlé et je pense qu'on en reparlera peut-être plus en détail à un moment, mais Hugo va de son côté moins apparaître, voire beaucoup moins apparaître sur les vidéos. Et Evan et Arthur, l'idée c'est qu'ils ne soient pas non plus pressés par faire des vidéos toutes les semaines, etc. Parce que c'est pas forcément ce qui leur convient et ce dont ils ont envie. Ce qui fait que je me retrouve un peu à être le seul, entre guillemets, étant donné que Gabi n'est pas forcément super dispo non plus, à être en mesure de faire une vidéo chaque semaine, si on veut sortir une vidéo chaque semaine. Le truc, c'est que ça implique deux changements pour la chaîne. De deux choses l'une. La première, c'est que on en a discuté un petit peu et on va essayer de faire des vidéos de gameplay plus travaillées, un peu à la manière de Three Floatings ou de The Command Zone pour ceux qui verraient, qui regardent ces vidéos-là et qui voient à quoi ça correspond. Et de sortir ces vidéos-là de temps en temps le dimanche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais en ayant peut-être pas toujours une vidéo qui soit un podcast ou un simili-podcast, parce qu'on va essayer de réserver ça au moment où on a des interviews à faire ou les moments où on a une vraie actualité, comme une banlist ou un nouveau set, sur Flesh and Blood, de manière à ce qu'on ait un réel sujet à aborder dans l'actualité du jeu, et à ce que ce soit du coup, dans le même temps, plus simple pour Arthur et Evan d'être concernés par le sujet et de venir en parler. Euh, donc c'est le premier changement, c'est qu'on va essayer de maintenir une vidéo par semaine, mais ce sera plus forcément un épisode de podcast par semaine comme c'était le cas auparavant. La deuxième chose, c'est que le fait que je sois le seul à être très régulièrement disponible, présent et avec l'envie d'enregistrer, sans émettre aucun jugement négatif sur les personnes qui sont moins disponibles ou qui ont moins souvent envie d'enregistrer, parce que on a toujours dit chez Tour Zéro que chacun a son rythme. Ça entraîne aussi que il y a des moments où je vais record des vidéos tout seul. Enfin, en vrai, Night Crash va record des vidéos où je parle tout seul, pour être plus exact. Et ces vidéos-là, le format le plus simple et le plus cohérent, c'est de faire des deck tech. En tout cas, c'est un des formats qui est assez facile et cohérent à aborder tout seul. Et du coup, voilà un peu pourquoi une deck tech aujourd'hui, dans le contexte des petits changements qui arrivent en ce moment chez Tour Zero. Et du coup, pourquoi Puffin? Parce que c'est pas vraiment un héros méta actuellement, parce que c'est pas vraiment un héros qu'on s'attend à voir gagner des compétitions dans les prochaines semaines. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est le héros que je joue en ce moment, c'est le héros que je joue en Armory en ce moment, que je joue sur Talichar en ce moment. Et je vais vous parler de pourquoi j'aime bien le héros, évidemment, et du deck que je joue. Et en fait, je pense que, un peu comme à l'époque où je jouais à Azalea et où tout le monde considérait que c'était un des pires decks du jeu, là, j'ai l'impression que Puffin, c'est pas un si mauvais deck, et que le deck gagnerait à être plus connu, notamment parce que ça permettrait qu'il y ait plus de gens qui travaillent dessus et qui peut-être aident à solve les listes ou à trouver des innovations et à améliorer le deck et sa représentation en tournoi et ses résultats en tournoi par la même occasion. Et du coup, voilà, j'avais envie juste d'en parler pour peut-être partager ma liste avec des gens qui auraient envie de jouer le perso, mais qui ne sauraient pas forcément dans quelle direction aller, et pour essayer aussi de faire en sorte que plus de gens en parlent et s'intéressent au deck. Je réalise en regardant le retour de Night là pendant qu'on enregistre que c'est scandaleux parce que il nous montre la tête de je sais même pas qui c'est, mais il nous montre pas Polycranka là. Il ne nous montre pas le perroquet, donc je cache le perroquet, ce qui est scandaleux, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler bien, bien longuement plus tard. Et hop, du coup, je suis en plus petit et on voit le perroquet. Let's go. Du coup, donc Night,
tu vas pouvoir passer sur la liste parce que mon petit préambule, c'est assez bon. Donc là, vous pouvez commencer à voir les cartes, mais du coup, il y a une première chose qui est que la decklist va être une decklist boost. Comme vous le voyez là avec les cartes à l'écran pour les personnes sur YouTube. Pourquoi on joue des cartes boost? Alors, faut comprendre que quand on joue boost, il y a une première chose qui est que du coup, on se coupe l'accès au pool de cartes pirates et génériques du jeu qui ne serait pas mécanologiste, puisqu'on ne va jouer que des mécanologistes dans notre liste, de manière à avoir accès en permanence au coût additionnel de boost sans risque que ça rate, puisque boost c'est une capacité, enfin c'est un coût additionnel qui lorsqu'on joue la carte, on peut payer en bannissant une carte du dessus de notre deck, en plus du coût en ressources de notre carte. Et si on le fait, et que la carte qu'on bannit est mécanologiste, notre attaque gagne Go Again. Pourquoi c'est très fort? Parce que dans le jeu, il existe 3 cartes en rouge et une quatrième même dont on va parler aussi, qui sont overrate, puisque ce sont une 0 pour 4, une 1 pour 5 et une 2 pour 6, ainsi qu'une honorary 0 pour 4 également, qui du coup ont toutes Go Again si on ne joue aucun miss dans notre deck. Et du coup, 1 pour 5 Go Again, 0 pour 4 Go Again et 2 pour 6 Go Again, c'est overrate. C'est des cartes qui, du coup, permettent en fait de faire un peu le lien entre la partie cog du deck, qui est les synergies et l'identité de Puffin, et le fait qu'on manque encore un petit peu de bonnes cartes pour cette synergie, d'extender, de power card, etc. Et du coup, en fait, on a juste mis 12 cartes rouges overrate dans notre deck pour compléter les 12 ou 15 très bonnes cartes du kit de Puffin, pour arriver à notre ratio de rouge cohérent pour avoir des tours qui sont consistants et solides en termes de damage output quand on a besoin. On peut aussi très bien bloquer puisque les cartes boost sont des cartes qui bloquent 3, donc on a aussi une bonne capacité à bloquer si besoin. Donc ça c'est la première chose parce que globalement il y a des decklists Puffin qui jouent plutôt pirate avec des génériques, des fois des pummels, ce genre de choses, et les listes qui jouent boost. Je pense que les listes qui jouent boost sont des listes meilleures à l'heure actuelle parce que pirate, en plus avec la ban de Golden Tipple, malheureusement, c'est une version du deck qui, je pense, est plus faible, bien qu'elle soit intéressante et sympa à jouer. Mais je pense que ce qu'on gagne à mettre des génériques dans notre deck ne compense pas ce qu'on perd à enlever les 12 attaques overrate de notre deck en rouge. Une fois qu'on a dit ça, du coup, donc, voilà, c'était pour bien définir les deux archétypes et celui dont on va parler aujourd'hui, qui va être du coup le boost. Puffin, c'est une pirate mécanologiste qui dit 2 choses. La première, en action, vous pouvez l'engager, détruire un gold que vous contrôlez, et si vous le faites, vous créez un Golden Cog Token. Les Golden Cog Tokens, c'est des cartes qui n'ont pas d'effet, qui arrivent avec un Steam Counter et que vous pouvez crank, ce qu'on fera très souvent quand on va activer la capacité de Puffin, parce que la capacité de Puffin est une action et n'a pas Go Again. Donc si on veut maintenir son point d'action et continuer notre tour, il faudra qu'on crank notre cog. Et les Golden Cog donc n'ont aucun autre effet, aucune autre capacité, mais ils vont activer tout un tas de synergies et ils vont servir à activer les effets d'autres cartes de notre deck. La deuxième capacité de Puffin, qui est celle qui nous intéresse le plus, surtout dans la version boost où on va faire très peu de gold dans une game, et où du coup on aura tendance à activer très rarement sa première capacité. La deuxième, c'est un effet trigger qui dit la deuxième fois que vous crankez à chaque tour, vous piochez une carte. C'est très fort, c'est très très fort. C'est un peu comparable, puisque ça va être aussi un sujet dans cette vidéo, c'est un peu comparable à la capacité de Dashayo, qui une fois par tour peut jouer un item du dessus de son deck, qui en général, ça va souvent lui coûter une ressource parce que c'est des items à 0, et ça va souvent lui générer un point d'action parce qu'on peut crank l'item. Ce qui a des énormes points forts et des grosses synergies du côté de Dashayo. Mais la capacité de Puffin n'est pas du tout faible non plus comparée à ça, puisque c'est une carte entière que vous allez récupérer, et ça peut être n'importe quoi, y compris autre chose qu'un item. Là où Dashayo, c'est uniquement les items. Alors évidemment, Dashayo, elle voit aussi le dessus de son deck, là où Puffin, la draw va être ce qu'on appelle blind, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on pioche,
Et du coup, ça va parfois être plus dur de considérer son tour en fonction de la draw, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va piocher. Par exemple, on ne peut pas dire on garde une main qui fonctionne avec une bleue sans avoir de bleu parce qu'on espère la piocher. Souvent, on va faire ça, on va piocher une rouge et ça va être catastrophique. Donc, la capacité est d'une certaine manière plus libre que celle de Dashayo parce qu'on peut piocher n'importe quelle carte active et pas que jouer un item du top. Donc notre virtuelle cinquième carte par tour, ça peut être n'importe quelle carte, mais en même temps, elle est plus restrictive que celle de Dashayo parce qu'on est un peu obligé de considérer son turn cycle et donc ce qu'on va bloquer et ce qu'on va faire du reste de notre main sans considérer la carte qu'on va piocher puisque ça peut être tout et n'importe quoi. Alors on va voir qu'il y a des manières un peu dans le deck building de jouer autour de ça et d'être plus flexible et de pouvoir anticiper un petit peu ce qu'on va piocher. Mais la réalité, c'est que de manière générale, moi par exemple, quand je le joue, je vais souvent considérer que la carte que je vais piocher, soit ça va extendre mon tour. Si c'est une bleue par exemple et que j'avais une rouge à jouer qui me coûtait des ressources, soit ça va être une carte que je vais pouvoir arsenal. Si c'est une rouge et que le reste de ma main était déjà fonctionnel sans pouvoir la jouer si c'est une carte qui a un coût de 1 ou plus par exemple. Évidemment, enfin, si vous jouez le deck, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de scénarios possibles sur comment anticiper votre draw et sur comment évaluer le reste de votre main. Et c'est des choses qui vont venir aussi en jouant les games. Du coup, petite parenthèse sur pourquoi jouer Puffin plutôt que Dashayo, parce que c'est une question qui revient souvent sur le Discord inter, sur les gens en armory quand on en discute et que je parle du deck. Je pense qu'il y a deux choses, et je peux complètement me tromper. Hein. Je peux complètement me tromper. La première, qui est évidemment pas objective et pas d'un point de vue compétitif, c'est le fait qu'on a un super perroquet que Dashayo n'a pas. Polycranka, on reviendra dessus après, mais Polycranka, c'est quand même un super compagnon, et rien que pour ça, le deck mérite d'être joué plutôt que Dashayo. La vraie raison, et ça pour le coup, encore une fois, je suis pas sûr de moi, parce que j'ai pas encore forcément fait assez de tests contre des assez bons joueurs, etc. J'ai beaucoup joué principalement sur Talichar, mais de mon appréciation du deck et de ses match-ups, le deck se fait plus difficilement fatiguer que les versions boost de Dashayo. Pourquoi ça? Parce que, un, on booste moins, donc on perd moins de cartes de notre deck, et deux, on a accès à Palantir, qui est une arme extrêmement bonne contre la fatigue. On reviendra dessus après, parce que c'est une des cartes principales du deck, et une des raisons de jouer de la liste. Alors, il y a une liste qui commence à tourner un petit peu de Dashayo, que je vois les gens jouer en armory, qui jouent le package COG, avec des Palantir, des Cog in the Machine, des Dovetail. Et cette liste-là, je pense qu'elle est probablement en tout point supérieure à Puffin, parce que elle aussi se fait probablement plus difficilement fatiguer contre des match-ups un peu mid-range. Alors les match-ups full fatigue, c'est toujours compliqué, que ce soit avec Puffin ou Dashayo, mais des match-ups mid-range qui pourraient fatiguer une Dashayo classique vont avoir plus de mal à le faire sur la version COG, et plus de mal à le faire contre Puffin, encore une fois, hein, de mon appréciation. C'est pas du tout 100% assuré, et peut-être que je me trompe et que dans 2 semaines, je me serais complètement gouré là-dessus. Et du coup, la réalité, c'est que, en vrai, compétitivement, si vous êtes assez à l'aise pour jouer Dashayo et surtout pour jouer la version COG, qui est, à mon sens, très difficile à jouer, et plus que Puffin et plus que la version Dashayo classique, qui sont déjà des decks durs à jouer, il n'y a pas vraiment de raison de jouer Puffin au-dessus de cette version-là. À part le fait que vous aimez le perso et que voilà. L'autre argument, ça pourrait être une carte qu'on verra dans le site plus tard qui s'appelle Jolly Bludger, qui est très bonne, je pense, dans certaines méta et contre certains match-ups, mais il n'y a pas forcément assez de match-up actuellement dans lesquels elle est forte pour que ce soit une vraie considération au-dessus de Dashayo. Surtout que Dashayo, elle a Teclocore, elle a Spark of Genius, qui sont des cartes excellentes aussi. Elle rentabilise plus facilement Cerebellum, qui est une carte excellente. Donc, il y a beaucoup d'upside à Dashayo, et clairement, Dashayo est le meilleur deck compétitivement à l'heure actuelle, en termes de power level, en termes de ceiling, en termes de ce que le deck propose. Je pense que Puffin Boost a une meilleure capacité à bloquer et à jouer des mains plus minimes de 2 cartes,
a une plus grande capacité à, comment dire? À, ne pas se faire fatigue et que le deck, même s'il est moins bon a priori en termes de sling, mérite quand même d'être exploré parce qu'il a une base qui est assez solide. Voilà du coup, pour pourquoi jouer Puffin, pourquoi ne pas jouer Dio, pourquoi jouer tel ou tel deck, là-dessus. Comment va se passer le reste de cette deck tech? Alors, premièrement, je vais vous parler un peu de ce que je vais appeler le main deck, qui est un peu le corps actuel avec lequel je joue, qui sont les 48 cartes qui sont dans le deck, dans cette liste. Ensuite, je parlerai un peu du side, mais le side, il est, vous allez voir, il est un peu bizarre, quand Night Crash défilera tout à l'heure dessus. Vous allez voir que c'est un peu particulier. Et ensuite, il y a toute une liste de cartes en Maybe. Je passerai sur certaines un petit peu rapidement et et évidemment, je n'expliquerai pas toutes. Mais disons qu'il y a beaucoup de cartes auxquelles je réfléchis et qu'il y a beaucoup de place pour changer la liste parce que je pense qu'il y a honnêtement dans la liste boost probablement 24 cartes qui sont vraiment lock, plus les bleus. Tout le reste, pour moi, c'est pas vraiment lock. Et même les bleus, moi j'en joue 23 actuellement, ça pourrait être moins. Donc il y a beaucoup, beaucoup de place à faire bouger des choses sur la liste. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de tester des cartes et de trouver d'autres slots sur certaines cartes. Alors du coup, les cartes qui pour moi sont indispensables, parce qu'elles ont juste un rate qui est trop bon ou des synergies qui sont trop fortes. Les boosts, j'en ai déjà parlé, 0 to 60, Zipper It, Throttle et Fast and Furious. C'est juste des cartes qui sont overrated, qui permettent d'extendre nos tours parce qu'elles ont Go Again, et qui sont juste des cartes qui valent le coup de se priver de toute carte générique dans notre deck, parce que c'est juste des excellentes rouges en termes de rate, en plus d'être des cartes qui bloquent 3. C'est aussi des cartes qui, on le verra dans les équipements, mais c'est aussi des cartes qui nous permettent de value Teklo Foundry Heart, qui aident à certaines lignes de play. Ensuite, on a les 12 autres rouges que j'appellerais indispensables. On va commencer par Soup Up. Soup Up, qui est une excellente carte, puisque Soup Up, elle rentabilise les cogs qui mourraient et dont on a fait une value sur notre tour, mais qui ne feraient pas un turn cycle de plus parce qu'ils n'ont plus de compteur, en bloquant avec Soup Up et en détruisant un cog pour bloquer 4, ce qui est extrêmement fort, surtout dans un deck qui ne peut pas se permettre de jouer des défenses réactions parce que c'est des cartes génériques et qu'on joue des boosts. Donc la value que Soup Up peut faire, c'est le 4 défensif, il est très important parce que ça permet de bloquer facilement certains breakpoints ou même de monter assez haut dans nos blocs quand on met des équipements à côté, par exemple, de manière à compenser un peu l'absence de défense-réaction dans notre deck et le fait qu'on joue un certain nombre d'items qui font que des fois on a des cartes qui ne bloquent pas en main. Et c'est aussi une carte qui attaque à 4 si vous la jouez offensivement, qui fait 4 de value pour 0, et qui a très facilement Go Again, puisque si un item a été détruit ce tour, elle a Go Again. Faut comprendre que les items, ça va être les cogs qui meurent en début de tour, qui du coup quittent le terrain, ça aura Go Again. Ça va être le backup protocole que vous détruisez et qui du coup va au cimetière. Ça va être la boom grenade qui hit sur un chain précédent qui du coup se détruit et donc soup up à Go Again également. Et ça va être, si vous avez un gold et que vous le détruisez avec Puffin, le gold est un item également, donc soup up aurait Go Again dans ce scénario-là aussi. Sachez d'ailleurs que même si vous avez un compteur, un steam counter sur un cog, vous pouvez décider de ne pas enlever ce steam counter et de laisser le cog se détruire si vous avez besoin du Go Again sur soup up et que vous n'aviez pas besoin du cog dans le pattern de votre tour. Petit trick à côté. Mais du coup, c'est une carte qui est hyper flexible, qui fait 4 Go Again très souvent, donc 4 100 points d'action en défense et en offense. Et du coup, la carte est juste très flexible en fait. Et c'est très souvent une bonne carte, voire une carte qui est un peu overrated, donc on est très content de l'avoir. À côté, on a du coup les 3 dernières rouges que je considère indispensables et que je verrais pas ne pas être jouées dans Puffin. C'est Cog in the Machine,
Dovetail et Palantir. Alors, Cog in the Machine. Cog in the Machine, déjà, il faut savoir que comme toutes ces cartes sont des cartes mécanologistes, la plupart bloquent 3, ce qui est très bien. Cog in the Machine, c'est une carte qui coûte 1, qui bloque 3 et qui dit vous créez 2 Golden Cog tokens, vous pouvez taper un Cog que vous contrôlez pour la remettre sous le deck. Ce qui peut avoir son importance dans certains match-ups, notamment des match-ups un peu fatigue, où vous pouvez en résoudre plus que 3 dans une game parce que vous en renvoyez sous le deck. Pourquoi c'est très fort? Parce que ça génère instantanément 2 cogs, ce qui signifie que pour toutes vos cartes qui ont besoin de 2 cogs ou 3 pour être les plus menaçantes, Cog in the Machine va beaucoup aider, des fois avec vos équipements également, mais c'est une carte qui va quasiment à elle seule générer tous les cogs dont vous avez besoin pour que le reste de vos power cards soient les plus menaçantes possibles. Et ensuite, pourquoi c'est hyper important aussi? Parce que si vous cranquez les 2 cogs, vous avez 2 points d'action, et vous avez 2, une carte, puisque l'ability de Puffin va trigger, et vous allez piocher. Donc elle va se remplacer, générer 2 cogs qui vont en général chacun faire 1 de value au minimum, et elle va vous donner un deuxième point d'action, ce qui sur certains setups peut valoir une certaine valeur aussi, comme notamment un coup de fusil. Donc la carte est très forte, elle est juste, c'est un super enabler du deck, et elle se remplace, donc il n'y a rien à dire. Dovetail, c'est une carte de Zinzito. Dovetail, c'est une des 2 raisons de jouer le deck, à mon sens. Il y a Dovetail et Palantir, qui sont vraiment des cartes de zinzin. Dovetail, c'est une carte qui attaque à 5, qui bloque à 3, qui coûte 1. Donc déjà, on est sur les stats de base d'une carte, on est plutôt content. Elle a 2 effets. Le premier, c'est quand elle touche un héros, vous pouvez untap tous les cogs que vous contrôlez. Et pourquoi c'est important de untap les cogs? Parce que tous les effets que vous allez avoir qui interagissent avec les cogs vous demandent de les tap pour faire de la value. Et ici, Dovetail, son effet, c'est que 3 fois par tour en instant, vous pouvez taper un cog que vous contrôlez pour lui donner +1 ou go again. Pourquoi c'est extrêmement fort? Parce que si l'adversaire n'a pas de défense-réaction, il va devoir soit overblock, soit vous donner beaucoup de value. Parce que si vous avez 3 cogs on board, Dovetail, ça représente virtuellement un 7 go again. Et en plus, si ça touche, vous untapez tous vos cogs, donc vous pouvez follow-up avec un coup de fusil à 3, ou un autre Dovetail, ou un Zeppelin qui est menaçant aussi parce que vos cogs sont up. Donc quand Dovetail touche, ça enable de la value pour le chaining d'après. Et même quand il touche pas, si vous avez des cogs up, en fait, vous allez forcer des overblocks à votre adversaire, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir juste dire, bah, je tape pas tous mes cogs, j'en tape un pour donner go again, et t'as bloqué à 7, bien joué à toi, je passe au chaining d'après, et lui, du coup, vous avez encore 2 cogs qui sont untap pour menacer le chaining suivant. Donc la carte est infernale à bloquer, surtout pour les gens qui n'ont pas de défense-réaction. C'est pas rare qu'elle attaque à 5 go again, ce qui est le même rate que Zipper Hit, donc déjà c'est très fort parce qu'on a dit qu'on jouait Zipper Hit parce que c'est une carte overrate. Et donc même si c'est juste un 5 go again, mais que l'adversaire a overblock, c'est très strong. Et ça peut des fois faire beaucoup plus contre les adversaires qui veulent pas bloquer ou qui n'ont pas la possibilité de bloquer. Quand vous pouvez faire 7 go again untap vos cogs, c'est juste une carte de fou en termes de value. Et elle combine très bien, comme je disais juste avant, avec Cog in the Machine. Enfin, on a Palantir, qui est du coup cette 24e, 21 à 24e carte dont je parlais tout à l'heure, qui sont les 24 rouges que je m'attends à toujours retrouver dans une liste Puffin Boost à l'heure actuelle. Et Palantir Aeronaut bloque à 3, et tape à 6, et coûte 2. L'adversaire est obligé de défendre avec un équipement, si c'est possible. Et jusqu'à 3 fois par tour en instant, vous pouvez taper un cog que vous contrôlez pour lui donner +1. Si c'est la 3e fois que vous activez cette ability, vous pouvez détruire une carte qui défend. Pas forcément sur ce chaining. Donc ça peut aussi être un équipement avec lequel l'adversaire a bloqué auparavant, que vous aimeriez bien détruire. Des Grasp contre Florian, des Brave Forge Brassers ou des Valiant Dynamo contre Dorinthea Hatchet ou Kassai, ce genre de cartes. Pourquoi c'est extrêmement fort Palantir? Parce que, toujours pareil, si vous avez 3 cogs up, ou une manière d'untap un cog, on verra après avec les équipements, mais si en gros vous avez la possibilité de menacer le triple tap, ça veut dire que l'adversaire, en fait, vous allez soit détruire un équipement, soit forcer un bloc d'équipement qui a Blade Break, mais qui du coup se casse dans tous les cas.
Donc vous allez prendre la value de forcer un bloc d'équipement et peut-être le détruire alors qu'il avait Battle Horn ou Guardwell et qu'il ne se serait pas détruit. Ce qui déjà, tout seul, c'est fort. Et si l'adversaire veut bloquer et pas prendre trop de dégâts, bah il y a un des blocs 3 que vous pouvez détruire. Et donc si la personne bloque avec un équipement et 2 blocs 3 par exemple, bah en fait il y a un bloc 3 que vous détruisez. Et donc ça enlève 3 de valeur de bloc à la défense adverse. Et donc ça va push énormément de dégâts. Ce qui est une des raisons qui fait que le deck est plus fort contre fatigue à mon sens aussi que les listes boost classiques de Dash.io. Parce que du coup quand vous faites en fin de partie, quand vous avez stacké un peu et que vous faites boost, boost, palantir par exemple, ou boost, dovetail, palantir, bah en fait le palantir, l'adversaire il a déjà bloqué un ou deux sur les chainings précédents, et du coup là s'il veut bloquer, bah il va bloquer avec ses 2 dernières cartes, et vous allez en détruire une, et du coup il ne va faire que 3 de bloc défensivement, et vous allez leak 6 dégâts. Ce qui en fin de game représente beaucoup, surtout si vous pouvez le faire plusieurs fois dans la partie avec plusieurs palantirs. Donc le fait qu'il puisse détruire un équipement et qu'il puisse passer beaucoup de dégâts, parce que du coup si vous avez des cogs, alors les cogs souvent c'est des cartes que vous avez jouées avant, donc c'est difficile d'estimer exactement la value, mais si on oublie entre guillemets un petit peu, je sais que c'est pas une bonne chose, mais si on oublie entre guillemets un petit peu que vous avez dû jouer les cogs avant, parce que des fois il reste plusieurs tours, des fois vous l'avez fait avec Cog in the Machine qui s'est remplacé, donc ça c'est compliqué de calculer le coût que ça vous a généré de jouer des cogs, mais si vous avez des cogs up, Palantir c'est une carte qui coûte 2 ressources et qui attaque à 9 et qui détruit une carte que l'adversaire pose en défense. Et comme il est forcé de défendre avec un équipement, vous allez de toute façon détruire une carte, et du coup vous allez push des dégâts et ou enlever un équipement important de l'adversaire. C'est juste extrêmement fort. La carte est... Voilà, la carte est extrêmement strong. Et c'est une des raisons de jouer le deck, ou en tout cas de jouer ce package COG, que vous le jouiez dans Puffin ou dans Dash.io éventuellement. Le reste de ces 48 cartes, du coup, c'est quoi? Il y a Goldwing Turbine, c'est la dernière rouge. Elle est là parce que... alors, en gros, l'idée de la carte, c'est de faire une source de crank de plus dans le deck pour avoir plus souvent la draw grâce à Puffin, tout en étant une carte qui bloque 3, et donc pas un item. Le coût de 2 fait que c'est dur de tout le temps la rentabiliser. Des fois, ça coûte cher de payer 2 pour cet effet, parce que ça ne donne que plus 3 en plus de faire un cog, donc c'est pas un très bon rate sur la carte. Mais si c'est le deuxième crank du tour, ça devient bien mieux. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de la rentabiliser, vous pouvez toujours bloquer 3 avec. C'est une carte qui, là, alors ça va être un peu paradoxal ce que je dis, mais c'est à la fois une carte que je m'attends à voir disparaître des listes, ou même ne pas être dans les listes à l'heure actuelle, et ne pas forcément rester très longtemps au fur et à mesure qu'il y aura du support pour le deck. Et en même temps, moi, après mes dernières games, j'ai envie d'augmenter le nombre de Goldwing Turbine dans mon deck, parce que je trouve que la carte, même si elle n'a pas une value de zinzin, elle est hyper importante pour la flexibilité et pour faire fonctionner le deck. Donc à voir, pour l'instant j'aime bien un 1, et j'ai potentiellement envie d'en mettre plus. Là pour l'instant elle est à 1 aussi pour une raison qui est que, en termes de certains ratios, donc que ce soit le nombre de cranks, ou pour des questions de siding pattern et de quelle carte je rentrais dans quel match-up, c'était aussi une des cartes que je trouvais la meilleure à main deck par rapport à comment je visualisais mon side et comment je sidais selon les decks. Et du coup, quand je regardais, genre, au-delà des 24 rouges dont je parlais, quand je me disais, ok, quelle carte j'ai envie de voir dans tous les match-ups, qui est bonne, que je suis pas content de piocher, peu importe contre quoi je joue, enfin, que je suis content de piocher, ou en tout cas pas content de piocher, pardon, peu importe le match-up que j'affronte. Et en fait, je faisais la liste des cartes et je me suis dit, bah, je crois que c'est Goldwing Turbine. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a retrouvé sa place dans la liste, parce qu'à un moment, je jouais sans et je l'avais enlevé. Et en fait, je me suis dit, bah, pour des questions de side aussi, et parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de cet effet en 1 ou 2 exemplaires de plus dans mon deck, je la remets. Ensuite, on a les bleus. Alors les bleus, 2 choses. La première, c'est que j'ai vu des listes, dont des listes qui ont plutôt pas trop mal perfé en calling, en faisant jour 2 et en faisant un win rate positif, en ratant des top 8 en win and in ou presque,
qui jouait plutôt autour des 17 bleus. Moi, actuellement, je suis à 23. Il y a des fois, je me dis que c'est trop. Des fois, je me dis que j'ai quand même plusieurs fois des mains full rouges dans des games. Pour l'instant, je pense peut-être repasser à 22 ou 21, mais je pense pas fondamentalement beaucoup bouger le ratio de bleus. Euh, le choix des bleus, j'explique rapidement certains trucs. Alors, premièrement, on a 9 Copper Cog. Ça, je suis très content du ratio. J'ai probablement pas envie de le bouger. Pourquoi c'est fort? Parce que c'est une bleue, donc ça pitch, et c'est aussi une carte qui crank, donc ça fait la moitié du crank dont on veut dans notre tour. Et surtout, c'est un Coppercock qui arrive avec 2 Steam Counter, et du coup, même si on le crank pour maintenir notre point d'action et pour activer Puffin, bah, le Coppercock, en fait, il restera un deuxième tour. Et du coup, en fait, on va pouvoir le value à notre tour de jeu où on le pose, et on va pouvoir le value au tour d'après, parce qu'il sera toujours là, contrairement aux Golden Cog qui, si on les crank, partent au début de notre tour suivant. Les Copper Cog, ils vont enlever leur compteur et ils seront encore là, donc on va pouvoir les value une deuxième fois. Et on pourra même peut-être les value en défense avec un Galvanize. Donc imaginons qu'on les value à 1, le tour où on les pose, 2, le deuxième tour où ils sont là, parce qu'à chaque fois on les tape pour un Palantir par exemple, ou pour un Dovetail. Donc ils ont déjà fait 2 de value. Ensuite, si on joue un tour où on crank une deuxième carte, ils valent une demi-carte. Une carte, c'est 3, théoriquement. Donc, ils valent 1,5 de plus. Donc, déjà, on monte à 3,5 de value. Et si en plus, on peut le galvanize et faire un point de plus en faisant un galvanize et du coup en bloquant 4 avec un soup-up, par exemple, là où on aurait bloqué 3 avec une carte normale qui aurait pris la place de soup-up, la value du cog peut monter à 4,5. Alors évidemment, c'est dans le scénario Christmas Land et très souvent ça va faire moins que ça, bien sûr. Et il faut qu'on puisse value la carte qu'on pioche et ceci et cela. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'un Copper Cog c'est 4,5 de value tout le temps, parce que sinon, bah, sur une bleue, j'en jouerais 25. Mais c'est pour montrer que bah, la carte, elle a l'air de rien faire et en fait, elle fait beaucoup. Les autres bleus, alors il y a Soup Up bleu qui, pour moi, est juste une bleue qui peut bloquer 4 ou sur une main assez bleue quand on a full tempo qui est un extender parce qu'elle a go again assez facilement. Donc ça paraît assez bien à garder. On a ensuite Cogworks Workshop qui est une carte qui génère un cog et qui peut maintenir en vie nos cogs plus longtemps et qui surtout en plus de générer un cog génère un crank aussi. Donc pareil sur une bleue qui bloque 3, la carte est juste, c'est une très bonne glue du deck qui va faire ce qu'on veut quand on a besoin de l'activer et qui le reste du temps va bloquer ou pitcher et donc on en est très content. Et après les autres slots, c'est des slots qui sont controversés, que pour l'instant je teste et que j'aime bien, mais je suis pas du tout sûr de les garder ad vitam aeternam. Alors, il y a Zeppelin bleu en x1, je sais honnêtement, je sais pas pourquoi je continue à le mettre. Je pense que c'est juste parce que j'ai vu beaucoup de listes qui avaient Zeppelin en bleu et qui le jouaient. Honnêtement, je pense que c'est pas une excellente carte parce que ça peut monter que à 6, même si on a beaucoup de cogs. Du coup, 2 cartes en bloc, ça couvre même la réaction, même l'instant qui peut me prêter son attaque. C'est éventuellement fort contre les decks qui veulent vraiment pas bloquer, mais ça va être fort que si on a une autre bleue en main et qu'on a la capacité de pitcher 2 et de faire le reste de notre tour. Je sais pas, je crois que dans mes stats, j'ai jamais joué la carte. Que à chaque fois que je la vois, j'ai tendance à pas l'utiliser et à pas la value. Et du coup, j'ai un peu envie de la virer parce que j'ai un peu l'impression que la carte sous-performe de fou. Et du coup, j'ai un peu ce côté, bah, en fait, pourquoi la garder dans le deck si, en fait, je compte pas la jouer, je peux probablement la remplacer par quelque chose qui est plus efficient si je dois la jouer. Ou par une rouge ou une jaune si je diminue mon nombre de bleus. T-Bone bleu, par contre, j'aime beaucoup parce que c'est une bleue bloc 3 comme Zeppelin, sauf que sur des tours random où on l'a avec un Palantir, ça peut forcer un bloc d'un équipement avant le Palantir pour prendre une meilleure target avec Palantir. Ça peut, contre des match-ups comme Syndra, forcer peut-être un Blade Break à un moment dans la game
en early to mid game et c'est très fort. Donc ça, pour le coup, j'ai envie qu'elle reste parce que je pense qu'elle a des applications qui sont sympas. Et le résultat, c'est une bleue bloc 3 parce qu'il faut aussi voir un truc, c'est que tous les tours où on va vouloir pitcher une bleue et qu'on a genre une bleue et un cog en main, souvent on va jouer notre cog. Et du coup, en fait, les cogs, ça a beau être des bleus qui peuvent pitcher, il y a pas mal de tours où c'est pas le cog qu'on a envie de pitcher et du coup, c'est l'autre bleu. Et du coup, les bleus ont moins besoin d'être des bleus actives comme ce serait le cas dans Dash.io par exemple, où on met des throttle bleus et des zipper hit bleus parce que c'est des cartes qui sont très décentes à jouer si on a une main très bleue. En fait, là, la réalité, c'est que très souvent, avec une main avec plusieurs bleus, on va jouer Copper Cog ou on va bloquer. Et du coup, les bleus qui sont pas Copper Cog, bah souvent, elles bloquent ou elles pitch. Plus souvent que dans d'autres decks, en soi. Les dernières bleues, et du coup, c'est celles qui sont vraiment, je pense, controversables, c'est Pinion Sentry et Tough Old Range, je crois que ça s'appelle. Ouais. Alors, globalement, pourquoi elles sont là L'upside. Il y en a une qui bloque 2, une qui bloque 3, bon. Mais elles ont toutes les deux, en gros, la possibilité de faire un cog en utilisant un. Pignon Sentry, c'est quand elle défend, vous pouvez taper un cog que vous contrôlez, donc qui ne sun tapera pas au début de votre tour et que du coup vous n'allez pas pouvoir utiliser sur votre turn cycle suivant, mais vous en faites un nouveau. Pourquoi c'est bien? Parce qu'un cog qui allait mourir, vous défendez avec Pignon, vous tapez le cog, qui de toute façon mourrait au début de votre tour, et vous en refaites un qui lui va perdre son Steam Counter, mais va rester pendant votre tour, et du coup sur lequel vous pourrez faire un value. Ce qui transforme Pignon Sentry en 4 de value potentiellement, sur une bleue, encore une fois. Donc c'est très fort. Le downside de Pignon Sentry, c'est que c'est une bleue que vous ne pouvez pas Arsenal quand vous la piochez en blind sur Puffin et que vous avez déjà pitché, vous aviez déjà une bleue pour pitcher et que c'est une carte où des fois vous allez l'avoir en main à la fin de votre tour et vous allez vous zipper parce que vous ne pouvez pas l'Arsenal parce que c'est un bloc. Donc c'est quand même un gros downside. Et il faut que je teste plus pour voir si ça outvalue, enfin, si le downside est plus gros que la value que vous pouvez faire avec ou pas. Mais le fait de continuer le flow de cog et de maintenir d'en avoir un, voire plusieurs par tour, c'est très fort. L'autre carte, Tough Old Wrench, c'est. Le downside, c'est qu'elle bloque 2. Mais pareil, si vous avez un cog qui allait mourir, elle peut le détruire et en faire un autre qui, lui, ne va pas mourir. C'est théoriquement moins bien en valeur parce qu'elle bloque 2 de base que Pignon, mais c'est une carte qui, elle, peut s'arsenal. Donc, ça compense à mon sens. Et surtout, j'en joue 6. Pourquoi? Parce que elles combinent très bien ensemble. Dans le sens où, si vous avez une main, ce qui arrive souvent avec le deck, qui n'a pas besoin d'avoir des cogs pour votre tour de jeu. Quand vous défendez avec Wrench ou avec Pignon Sentry, ou en combinaison avec vos bras par exemple, qui font un cog aussi quand ils défendent, bah, vous pouvez dire je vais crank le cog que je fais, je vais crank l'autre cog que je fais, et du coup vous n'allez pas les avoir sur votre tour, mais vous allez avoir cranké 2 fois pendant le tour adverse, et vous allez piocher une carte. Ce qui fait que par exemple ça m'arrive très souvent de dire je bloque avec les bras et Wrench sur une attaque à 4, un snatch par exemple, et bah, ma main n'a pas besoin de cog, donc je vais créer un cog avec les bras que je vais crank. Je vais détruire ce cog et en créer un autre avec Wrench que je vais crank aussi. Et je vais piocher une carte. Du coup, certes, j'ai utilisé un équipement, mais j'ai bloqué 4 et je rembourse la carte dans ma main. Donc j'ai toujours 4 cartes en main pour faire un tour offensif après. Et le truc, c'est que ça arrive pas ultra souvent, mais ça arrive quand même. Et à mon sens, c'est une value qui est pas négligeable. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, je suis à 3 Sentry et 3 Wrench, parce que les deux cartes s'entraînent mutuellement à créer cette situation-là. Encore une fois, c'est comme pour tout, si jamais, à force de thèse, je me rends compte que cette situation n'est pas assez bonne euh, dans ce qu'elle me permet de faire par rapport aux situations où j'ai une main avec 2 pignons centrés et je peux pas les arsenal, je les cutterai et je remplacerai par des cartes comme Throttle Blue, comme Zipper Hit Bleu, qui bloquent 3 et qui sont plus faciles à jouer et à activer quand on a une main avec beaucoup de bleu. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien le fait de pouvoir faire cette value en défendant. Ça m'aide à maintenir des cogs, ça fait des plays où des fois, quand tu cranks, tu récupères une carte et
Ça t'aide aussi à push des dégâts et à bloquer tout en ayant quand même un bon tour offensif après. Donc pour l'instant, je déteste pas du tout. Pour les équipements, du coup, en haut, il y avait que Polycranka et l'arme parce qu'on les a dans tous les match-up. Le reste, je les ai mis en sideboard parce qu'en fait, bah, il y a des match-up enfin, il existe au moins un match-up où on n'a pas le même slot que dans un autre match-up et du coup, j'ai tout mis en sideboard parce que voilà. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, vous aurez Crown of Dominion ou Crown of Providence. On va parler un tout petit peu des deux. Teklo Foundry Earth, Unicycle et Cogware Stinkering. Les bras, du coup, ils bloquent 2, ils se cassent et ils font un cog. C'est super fort parce que soit ça vous permet de faire le cog qui vous manque pour activer un Dovetail ou un Palantir et pour enable un gros tour de crackback, soit ça vous permet de double crank pour piocher une carte. Et dans les deux cas, du coup, enfin, ça représente plus que 2 de value, et déjà bloquer 2 avec un équipement, c'est bien quand on est un deck aggro. Mais en plus, quand on peut générer plus de value avec cet équipement et ce bloc, c'est vraiment champagne. Teklo Foundry Earth, ça bloque 2 puis ça bloque 1. Déjà, le floor est excellentissime, comme tous les équipements ou presque des 2 premiers sets. Et en plus de ça, une fois par tour en action, si vous avez boosté, vous pouvez payer une ressource, bannir les 2 cartes du dessus de votre deck, générer une ressource pour chaque mécanologiste. Donc vous pouvez transformer une ressource en 2 ressources. Pourquoi c'est bien, même si ça creuse pour la fatigue? Parce que ça vous permet par exemple de faire des throttle into Palantir avec une bleue. Et en fait, ça aide votre curve parce qu'il y a beaucoup de cost dans le deck. Et du coup, ça aide votre curve. Et il y a des tours qui ne pourraient pas être joués avec une seule bleue, mais Foundry Earth le permet. Ça permet aussi, c'est pas forcément le cas dans cette liste, mais théoriquement, ça permet aussi de jouer plus de jaune, parce que si vous faites 0 to 60 ou Zipper It, pitch jaune pour Foundry génère 2 ressources. En fait, enfin, pardon. Zipper It, pitch jaune, paye Foundry, refait 2 ressources, vous pouvez enchaîner avec un 2 cost. Et pareil avec 0 to 60, si vous avez 0 to 60 Dovetail Palantir par exemple, avec une jaune, vous pouvez le faire aussi grâce à Foundry. Donc Foundry enable aussi de théoriquement jouer plus de jaune, ce qui n'est pas forcément le cas là, mais en principe, ça a aussi cette upside-là. Enfin, Unicycle, ça bloque 1, ça a Battle Worn, et ensuite vous pouvez le détruire pour untap un cog en instant. C'est le meilleur équipement du deck. Comme quoi, j'ai souvent tendance à jouer des classes dont un des meilleurs équipements, c'est une commune. C'est extrêmement fort, ça bloque 1 et ça a son effet, déjà c'est très bon. Et pourquoi c'est extrêmement fort? Parce qu'il va être là toute la game, et toute la game, vous allez avoir des moments où l'adversaire il va devoir overblock, parce que sinon vous prenez une très grosse value à untap un cog et à avoir un effet supplémentaire, et l'adversaire doit respecter ça tant que vous les avez pas cramés. Donc en général, cramez-les le plus tard possible. Et moi, c'est pas rare que ça représente entre l'overblock que ça crée des fois et la value que je finis par faire dessus, que ça me fasse, en comptant le bloc, 5 ou 6 de value sur une game, ce qui est assez insane, surtout pour une commune. Donc la carte est extrêmement forte. Ensuite, on a Crown of Dominion et Crown of Providence. Crown of Dominion, pour l'instant, alors je sais que c'est pas forcément ce que les gens pensaient au départ, ou même ce que les gens pensent encore. J'ai tendance à plutôt les jouer dans les match-ups, soit dans les match-ups très 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 agressifs, typiquement genre Oscillio par exemple, soit dans les match-ups, enfin, pardon, dans les match-ups où moi je vais être très agressif, parce que l'adversaire est tellement agressif que je suis obligé d'essayer de faire la course avec parce qu'il va très mal bloquer et que je vais essayer de l'out-value avec mes on-hits. Soit dans les match-ups plus lents où je vais vouloir m'assurer avec Crown of Dominion et Polycranka de, peu importe ma main, même si elle n'a pas d'item à un moment, pouvoir faire un double crank avec le Hero Power de Puffin qui transforme le gold de Dominion en un cog que crank, et Polycranka qui est en gros un perroquet qui dit je crank une fois par tour tant que je suis pas détruit. Et du coup, l'idée c'est de s'assurer une main de 6 cartes à un moment pour pouvoir push contre des decks plus fatigués. Donc je la joue vraiment un peu aux deux extrêmes. Et dès que je joue contre un deck plus midrange ou contre un deck où moi je vais jouer de manière plus midrange, qui a potentiellement des on-hits que je vais vouloir bloquer ou de la disruption, je vais avoir tendance à jouer Crown of Providence.
Honnêtement, il y a aussi des moments où c'est un peu au feeling et en vrai, c'est pas forcément un truc qui est genre 100 établi en mode jouer ça dans tel match-up et jouer ça dans tel match-up et faites-vous vous aussi votre idée parce que je pense que ça dépend aussi un peu du playstyle que vous aurez, avec le deck. Mais en tout cas, les 2 sont très fortes et je pense qu'en vrai, si vous voulez jouer le deck mais que vous avez qu'une des 2, vous pouvez très bien commencer en ne jouant qu'une des 2 dans tous les match-up et ce sera, très décent. Le reste, c'est des cartes qui sont là parce que, bah, j'ai la place, en tout cas pour le moment. J'ai pas forcément des trucs que je voudrais plus rentrer et en gros, c'est Visiertronic, pour AB2, Mistfire Dumper pour Cano, qui est en gros un Spell Void 2 et Dissolver qui est super flexible parce qu'en gros, c'est AB1, donc c'est nul rune, sauf que vous pouvez le mettre au slot que vous voulez. Donc par exemple, contre Florian, si je veux jouer AB1, je peux le jouer en tête et garder mes autres équipements qui sont très bons. Je peux le jouer en bras contre Cano, pardon, en torse contre Cano si je veux. Si je veux mettre ça, plus Misfire Dumper, plus Visiertronic, mais que je veux quand même garder mes bottes, parce que j'ai pas forcément besoin du bloc des bras et de Teklo Foundry Heart. Ça m'aide à faire AB3 contre Verdance en gardant Unicycle si je veux aussi en les mettant sur les bras, parce que Unicycle c'est vraiment fort. Donc c'est vraiment très flexible de pouvoir la mettre où on veut, et ça fait que un slot fait nos 4 emplacements d'AB selon le match-up, comment on veut les mettre. Et on peut jouer AB1, on peut jouer AB2 et on peut jouer AB3, plus Spell Void 1,5 selon les match-ups. Enfin, il y a Tunic. Pareil, Tunic pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment joué, mais la théorie, c'est dans les match-ups vraiment lents, de pouvoir faire des tours où tu fais Throttle into Palantir ou Throttle into Zeppelin. Enfin, en gros, 2 cost into 2 cost en ayant Tunic à 3 compteurs et en prenant la ressource et en pitchant une bleue, sans pour autant avoir le downside de devoir jouer Foundry et de cramer des cartes de ton deck. Donc voilà, mais je ne l'ai pas encore vraiment joué. Encore une fois, c'est plus l'idée de je, je pense que c'est possiblement bien et j'ai de la place dans mon side, donc je le mets. Globalement, voilà. Et enfin, on a les 2 cartes qui sont à côté du héros en haut parce qu'elles sont tout le temps là. C'est Polychronka et Spitfire. Alors, Polychronka, comme j'ai dit en gros, c'est un allié qui commence la game équipé comme un équipement, que vous pouvez équiper avec une arme à 2 mains dans un slot en plus, en gros. Et en action, vous pouvez le taper, le bannir, vous le ramenez sur la table et vous pouvez le crank. Donc vous pouvez récupérer votre point d'action en le crankant, évidemment, et surtout, ça fait la moitié du hero power de Puffin. Donc, ça vous aide sur un tour où vous n'auriez pas eu 2 items à crank dans votre main, par exemple, à faire votre deuxième crank pour quand même piocher une carte, avec aucun coût de dépenser une carte de votre main. Ce qui est quand même très fort. Euh, Ensuite, il a des upsides dans certains match-ups. Il y a des match-ups, genre Oscillio par exemple, où il va juste se faire blast et il peut même se faire ping par un spell alors qu'il est encore équipé, donc utilisez-le le plus vite possible. Contre Syndra, vous allez le déployer, il va mourir instant. Contre des match-ups qui ont facilité à envoyer 1 ou 2 dégâts dedans, il va souvent mourir vite. Genre Gravy, Syndra, Ira, ce genre de choses. Par contre, j'ai fait des games de test contre Pléiade où certes j'ai perdu, mais Polychronka il est resté toute la game en légende. Parce qu'il y a des héros qui peuvent pas vraiment se permettre de mettre un point d'action et une attaque entière dans Polychronka. Selon. Ça dépend parce qu'en vrai, il y a quand même des moments où ils peuvent mettre un coup d'arme s'ils n'ont pas forcément la tempo ou s'ils ont une main faible. Donc, c'est pas à 100% vrai, mais disons qu'il y a des match-ups où vous allez le sortir et où il va faire sa vie et ça va vous donner la moitié du hero power de Puffin à chaque tour. Ce qui est très fort. Et enfin, Spitfire. Spitfire, c'est une arme qui est plutôt underrated théoriquement, mais qui a un moyen de rentabiliser les cogs sur les tours où Dovetail a hit ou sur les tours où on n'a pas Palantir ou en follow-up d'un Zeppelin contre les match-up aggro. Et en gros, ça tape à 2 en inclinant un cog et en inclinant Spitfire. Ça n'a pas go again, donc en général, c'est la fin de votre chaîne. Et si vous avez un autre cog qui traîne, vous pouvez le taper aussi quand Spitfire attaque pour donner plus 1 à Spitfire. En gros, c'est un cog pour 2 ou 2 cogs pour 3. Ce qui est bien quand vous n'avez pas forcément de cog, enfin quand vous n'avez pas forcément utilisé vos cogs autrement, quand vous avez des cogs qui traînent, quand Dovetail a hit. Voilà, la carte est vraiment. Elle n'est pas incroyable en termes de rate, mais elle aide à pas perdre de la value à d'autres spots et sur d'autres cartes.
globalement. Donc elle reste très sympa pour ça. Du coup, si on revient sur le sideboard, on a globalement le sideboard, il y a les items qui sont en gros des items qu'on va mettre selon les match-ups pour compléter et pour arriver. Moi j'aime bien le 12 ou 13 crank dans le deck. Donc 9 copper cog, turbine, plus 2 ou 3 items selon les match-ups. Boom Grenade, c'est pour les match-ups genre Ocilio qui vont jamais vous bloquer. Mais c'est moins fort que Dashayo parce que on doit le jouer avant, on peut pas le jouer en réaction du top deck. Ça nous donne pas un compteur de gun, ça nous donne pas un point d'action, mais ça nous donne une demi-carte. Donc si c'est sur un tour où on a un autre crank, en fait on la rembourse un peu. Et mine de rien, ça fait 4 dégâts si l'adversaire bloque pas. Mais il y en a que 2 parce que c'est pas forcément les match-ups où j'ai le plus de mal et c'est pas forcément les match-ups où et c'est pas forcément une carte que j'ai envie de voir en multiple, parce que poser double grenade, ça donne vraiment envie, même à un deck qui voudrait pas bloquer, de bloquer, et pour le coup, c'est vraiment une value qui est faible dans ce cas-là. Les autres items, c'est Backup Protocol Red, qui est super, notamment contre les match-ups plus mid-range ou fatigue, parce qu'on récupère des palantirs, on récupère des dovetails, et en fait, quand on voit 4 ou 5 palantirs dans la game, c'est très difficile de se faire fatiguer contre des decks mid-range en tout cas, pas contre des decks qui seraient full fatigue. Et enfin, on a la sphère. La sphère qui est théoriquement très bien contre Assassin et contre Syndra, parce que ça permet de bloquer des flics, parce que ça permet de bloquer des breakpoints. Maintenant, la réalité, c'est que Assassin est moins présent, donc je sais pas si ça vaut le coup de garder la carte. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'avoir pas mal de place en side, donc pour l'instant, j'ai pas forcément trouvé une meilleure carte à mettre et j'ai pas forcément trouvé un truc pour la remplacer. Ensuite, les autres cartes, du coup, alors on a 3 zeppelins rouges. Zeppelins rouges, ça rentre contre les decks aggro qui voudraient pas trop nous bloquer. Ça va être notamment les Syndra, les Ocilio, ce genre de choses. Et Zeppelin rouge, quand on a un ou deux cogs, encore plus si on a Unicycle, et que l'adversaire veut pas bloquer, ça représente beaucoup de value parce que ça peut être quand il touche, en fait, il va taper un cog et refaire un cog. Le truc, c'est que le cog qu'on refait, ça peut être le deuxième crank du tour si on a crank qu'une fois avant, et du coup, ça peut donner une carte draw. 2, ça lui donne virtuellement Go Again et ça nous fait un cog untap, ce qui fait qu'on peut taper avec Spitfire pour ajouter 2 de value à notre tour. Et en plus, Zeppelin, c'est un peu chiant à bloquer, même pour un deck aggro qui voudrait se dire ah bah peut-être je vais bloquer pour pas lui donner la value de la carte. Parce que si on a des cogs en plus de celui qu'on voudrait taper pour en recréer un quand Zeppelin va hit, jusqu'à 2 fois par tour en instant, on peut taper un cog pour donner plus 1 à Zeppelin. Ce qui fait que si on a 2 ou 3 cogs on board, ça devient vite très chiant à bloquer pour un deck aggro, parce que ça demande beaucoup de cartes et c'est pas forcément évident. On a un petit bonne rouge qui est là pour notamment Syndra, mais les match-ups qui ont des équipements Blade Break. Parce qu'en combinaison avec Palantir, comme pour le T-Bone bleu, ça aide à prendre un équipement plus-value. Parce que ça peut forcer des blocs d'équipement plutôt dans la game qui libèrent plus Palantir après. Et parce que contre Syndra, j'ai pas envie de trop de non-blocs, par exemple contre Syndra. Et du coup, je joue avec 2 sphères et T-Bone à la place d'un autre item. Et du coup, ça complète bien les siding patterns aussi. Ensuite, on a Skywarden et Soup Up Yellow, qui sont des cartes qui sont très fortes quand on veut bloquer, qu'on peut bloquer sur des bons spots avec. Un Skywarden qui résout avec genre 2 ou 3 Golden Cog qu'on détruit et qui du coup bloque à 5 et nous fait 3 gold, c'est insane. Ça va pas arriver tout le temps et quand ça arrive pas, la carte elle est quand même bien caca. Ce qui fait que du coup moi je l'ai repassé en side et il y a des match-ups où j'ai plus forcément envie de l'avoir parce que c'est des match-ups où je vais potentiellement très peu bloquer et où du coup j'ai pas forcément envie d'une carte qui n'est bonne que quand je bloque et que dans certains spots quand je bloque. Soup Up Yellow, elle rentre plus facilement pour compléter parce qu'on a que 48 cartes en main deck. Parce que même si on fait pas forcément sa value de 4 en bloquant avec, ça peut être une 3 go again ou une jaune qui aide avec Teclo Foundry Earth à pitcher notre tour entier.
Et donc, ça en fait une carte qui est très flexible et qui est assez facile à rentrer pour compléter quand on a besoin de cartes dans un match. Ensuite, on a Infuse Titanium, test actuellement pour juste avoir un popper de plus contre Prism, un popper à 7 en tout cas, pour vraiment, vraiment être positif dans le match-up en théorie. Parce que, bah encore une fois, j'ai de la place en side, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre un truc qui peut avoir vraiment un gros impact plutôt qu'un random boost ou un random truc. Euh, Ensuite, en avant-dernier, on a Jolly Roger, Bludger, pardon, qui est du coup la carte dont je parlais tout à l'heure, qui est théoriquement bonne, enfin, qui peut être bien parce qu'elle peut prendre Overpower, donc qui peut être bien en late game contre des decks un peu fatigue pour les empêcher de convertir leur dernier bloc, mais ça se fait quand même fumer par des défenses réactions, donc c'est pas idéal. Et surtout, là où le deck est bien, c'est que quand il touche, en fait, là où la carte est bien, pardon, c'est que quand elle touche, elle permet de voler des items. Et du coup, en fait, au départ, elle était en side x3 parce qu'elle permettait d'aider au match-up Gravy Bones en volant ses gold. Maintenant, Gravy Bones fait moins de gold. Il y a moins de persos qui ont beaucoup d'items sur la table et tout. Donc en vrai, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup moins que dans la méta précédente. Et du coup, j'ai un peu envie de la cut. Et en même temps, bah, encore une fois, il y a toujours cet argument un peu de je sais pas trop quoi mettre à la place. Donc c'est pour ça que je disais en début de vidéo que pour moi, il y a vraiment la genre vingtaine de bleus que vous allez jouer et les 24 rouges dont j'ai parlé au début qui sont lock. Et le reste du deck, vous avez quand même beaucoup de possibilités sur ce que vous voulez jouer. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de slots qui sont flexibles. Mais ça montre aussi que bah, du coup, il n'y a pas tant de cartes que ça qui sont vraiment objectivement tellement fortes qu'on les joue et qu'elles font l'unanimité. Et donc ça montre aussi qu'il y a probablement certains choix, même s'ils peuvent être bien dans certains match-ups ou dans certaines situations, qu'il y a des choses qui ne seraient clairement pas jouées si on avait des meilleures cartes. Et donc ça montre aussi un peu quand même que le pool de cartes overall est pas forcément le meilleur et qu'on a encore besoin de cartes parce que sinon, enfin, il y a beaucoup plus que 45 cartes qui feraient l'unanimité, je pense, dans le deck si on avait des meilleurs slots. La dernière carte, c'est Lubricate. Lubricate, pourquoi? Parce que le nom est marrant, c'est une blague avec Hugo, c'est drôle. Et surtout parce que la théorie, en fait, c'est d'aider contre les match-up fatigue à faire des tours genre Dovetail Palantir, avec un Dovetail qui serait full block into un Palantir qui, du coup, passe 9 points de dégâts parce qu'on peut untap tous nos cogs. Ça, j'ai pas encore trop eu l'occasion de la jouer. Je crois que je l'ai jouée une ou deux fois et qu'elle a fait une value qui était décente. Enfin, pas forcément numériquement, mais en termes de ce qu'elle a enable dans le tour. Et du coup, pour l'instant, j'ai envie de continuer à tester avec. Mais pareil, c'est une carte. Enfin, vous mettez autre chose à la place, je serai absolument pas choqué. Et votre liste sera peut-être meilleure grâce à ça. Ça fait le tour de la liste, qui est en gros la liste que je joue actuellement en Armory. C'est aussi pour ça que je voulais maintenir, même s'il y a des cartes que j'enlèverais ou que j'ai envie de bouger un peu. C'est pour ça que je voulais la présenter comme ça aussi, parce que c'est la liste que je joue actuellement en Armory, avec laquelle pardon, j'ai fait 3-0 hier, 2-1 la semaine d'avant. Et du coup, c'est. Enfin, j'ai vraiment smooth de. Je voulais montrer la liste comme ça, même s'il y a beaucoup de choses que je réfléchis et que je questionne sur cette liste. Vous en êtes rendu compte, hein, je l'ai encore dit il y a 2 minutes, mais il y a beaucoup de slots qui sont flexibles. Il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Et il n'y a pas tant de choses que ça qui sont vraiment ancrées dans le marbre. Dernière petite partie rapide, du coup, c'est sur les cartes qui sont en maybe, si vous copiez-collez la liste, qui sera évidemment dans la description de la vidéo. En maybe, il y a un certain nombre de cartes. Globalement, la plupart des cartes devraient faire sens. Les bleus, c'est parce que soit c'est des boosts et du coup, si je veux enlever Pignon et Vrench, c'est des meilleures cartes actives si on a beaucoup de bleus et c'est des cartes qui font tout le temps leur flore de 3 en bloquant et qui sont des cartes qu'on peut arsenal sans ciper. Il y a d'autres cartes qui sont. Oui, je vais en parler, Knight, je vais en parler. Il y a d'autres cartes qui sont en bleu. Null Time Zone, qui est une tech card que moi j'aime pas beaucoup quand on peut pas la chercher sur Spark,
et quand Tipple a été ban pour Gravy, mais qui théoriquement, si vous avez du mal contre Ocilio, peut être bien pour nommer Gone in a Flash, par exemple, pour pas qu'il puisse la jouer. C'est La carte est pas nulle, je suis juste pas forcément fan du côté aléatoire de devoir la piocher avant qu'Ocilio combo et de voilà. Après, ça reste une bleue qui a un item qui crank, donc c'est la moitié d'une carte si vous crankez avec autre chose. Donc c'est pas dégueu, mais voilà. Moi, je suis pas forcément fan. Mais je voulais la mentionner parce que c'est joué dans un certain nombre de listes. Les autres bleus, c'est des bleus qui bloqueraient 4 sous Galvanize. Donc c'est d'autres Galvanize que je joue pas forcément actuellement parce que j'aime beaucoup Soup Up bleu. Et du coup, si j'enlevais Pignon et Vrench, je pense qu'il y a une des cartes qui serait remplacée par un Galvanize pour bloquer à 4 en bleu, comme Tortune par exemple, qui est une 2 pour 4 en carte active. Alors certes sans Go Again, contrairement à Throttle, donc c'est moins bon, mais qui peut bloquer 4, donc il y a cette upside là. Les autres, c'est des rouges qui sont en gros pour compléter les playsets qui sont déjà dans le side, ou des jaunes qui sont des cartes qui sont des bonnes cartes de value et qui peuvent être des cartes de ressources avec Foundry si vous enlevez des bleus. Donc, par exemple, les Zeppelins jaunes ou les Hyper Hit jaunes, c'est des cartes qu'on voit beaucoup dans les listes et qui peuvent très bien venir remplacer un playset de bleu et garder une cohérence quand même sur votre courbe de ressources grâce, grâce à Foundry et qui peuvent peut-être avoir un rate meilleur que des bleus. Les autres, donc comme je disais, Turbine, Sphère, Boom Grenade, T-Bone, c'est juste, elles sont là pour, si vous aimez vraiment la carte ou que vous trouvez qu'elle est très impactante dans des match-ups, vous pouvez enlever une carte de side et compléter votre playset. Lone Shark, il est là parce que j'ai testé un peu avec la semaine dernière et j'ai bien aimé dans les match-ups fatigue pour récupérer des golds de manière à s'assurer de pouvoir crank en fin de game avec, ou de pouvoir pitcher pour les golds en fin de game pour faire des gros tours pour finir les derniers points de vie. Le downside, c'est que la carte peut faire mise des boosts. Donc si c'est pas contre un deck, en fait je l'ai enlevé parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de deck hard fatigue dans le format. Et contre les decks genre Florian qui peuvent et vont peut-être essayer de te fatiguer, mais qui sont aussi des decks qui peuvent être très bons si tu leur laisses la tempo et qui peuvent output beaucoup de dégâts, bah en fait, tu te retrouves dans un spot où le deck est. Enfin, t'as besoin de maintenir une certaine pression. Et du coup, si tu gardes une main et tu fais genre 0 to 60 boost et que tu boostes Lone Shark, ta vie est nulle. Et ça peut te faire perdre. Donc j'ai enlevé, mais j'ai bien aimé la carte dans sa théorie et dans la game où je l'ai joué contre un deck Arachni assez fatigue. Arachni premier du nom. La carte a fait le taf que j'en attendais, c'est juste que je pense que c'est pas forcément sa méta au vu des decks actuels. Bunkerbeard, qui est une carte un peu particulière aussi, elle est là parce que j'aimerais bien la tester à un moment contre les match-ups un peu aggro. Dans l'idée, en gros, ce que ça permet de faire, c'est ça permet d'arsenal un Golden Skywarden qu'on aurait pioché pour pas siper et de défendre avec depuis notre arsenal pour un tour où on aurait beaucoup de Golden Cog, pouvoir bloquer à 4 ou 5 de l'arsenal comme une défense réaction, tout en faisant des golds pour avoir des golds pour le reste de la game pour pouvoir crank. Sur le papier, la value est très forte. En réalité, il faut que ça line up avec un bloc qui est cohérent à bloquer avec Skywarden, en ayant Skywarden en arsenal, en ayant des Golden Cog on board. Donc ça a l'air d'être juste moins consistant que le Gold de Crown ou la Crown of Providence. Mais l'interaction est marrante, donc j'ai envie de tester un moment. Et elle est là parce que du coup, je voulais parler de cette interaction. Les deux dernières cartes, c'est Sky Skimmer et Backspin Thrust. Alors, Sky Skimmer, c'est une carte qui est pas mauvaise sur le papier, que des fois j'ai envie de jouer, des fois j'ai pas envie de jouer, qui conflicte avec les autres cartes qui veulent taper des cogs pour faire leur value, mais qui est bien quand c'est la seule carte qui tape un cog pour faire la value et que t'as pas d'autres cogs, enfin, pardon, que t'as pas d'autres cartes qui tapent un cog et que t'as des cogs. Bref, elle est surtout là dans les maybe parce que théoriquement, elle combine très bien avec Backspin Thrust, qui est du coup la nouvelle carte de Puffin qui arrive dans Super Slam en slot d'expansion.
C'est une 0 pour 4, bloc 3, qui dit une fois par tour en instant, vous pouvez untap un cog. Si vous le faites, ça gagne +1 ou go again. Donc en fait, c'est le même effet que Sky Skimmer, mais Sky Skimmer, ça demande de taper un cog. Théoriquement, la carte est excellente. Parce que vous allez taper un cog pour un autre effet, puis vous allez l'untap avec ça, puis vous allez pouvoir faire votre gun parce que vous avez à nouveau un cog d'étape. Dans la réalité, ça va parce que la carte coûte 0 et bloque 3, mais il y a plein de spots où en fait vous n'avez pas forcément de tapeur de cog, parce que votre arme n'a pas go again, donc vous pouvez pas commencer par l'arme et faire backswing thrust après. Donc si vous n'avez pas un Sky Skimmer ou un Dovetail ou un truc comme ça avant, ou un Cog in the Machine, bah en fait vous pouvez pas forcément utiliser backswing thrust. Et du coup, les gens qui ont beaucoup testé avec la carte jouent la jouent plutôt à 2 a priori et en sont plutôt contents à 2. Moi, je vais sûrement la jouer aussi. Là, elle est pas dans les listes parce que, encore une fois, je voulais refléter la liste que j'ai jouée en Armory et que je joue sur Talisha en ce moment et qui, du coup, est celle que je connais et que je maîtrise un peu, parce que c'est celle avec laquelle je fais des games et du coup, j'ai pas encore vraiment testé avec, Backspin. Sur le papier, la carte est bonne et elle va faire le cut et elle va être dans ma liste. C'est juste que pour l'instant, je voulais jouer avec ce que j'avais IRL. Et du coup, j'ai pas forcément rentré la carte et réfléchi aux changements que je faisais dans la liste pour la faire fonctionner. Le seul problème de la carte, comme je disais, c'est que si vous mettez des cartes entre guillemets nulles pour avoir plus souvent des cartes qui tapent des cogs pour que ce soit plus souvent enable de faire backspin, faut faire attention au risque de rentrer des mauvaises cartes dans votre deck pour faire fonctionner une bonne carte. Parce que tous les tours où vous n'allez pas avoir la bonne carte, bah, vous aurez juste des mauvaises cartes et ça peut être dangereux. Voilà, au final, je pense que ça fait bien 1 heure ou 1h15, donc c'est tout à fait ce que je disais au début. Au final, j'ai quand même beaucoup parlé. Mais parce que en ce moment, j'adore le deck. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, et que il gagnerait à être plus joué par des gens, parce qu'il y a vraiment des upsides au héros, je pense. Et le deck est plutôt solide. Je pense qu'il est vraiment bon pour venir en armory. Alors évidemment, je vous dirais pas prenez-le pour aller gagner votre calling. Mais je pense que c'est un solide deck d'armory. Et c'est un deck qui devrait recevoir des vagues de support dans les prochaines éditions. Euh, Comme on le voit déjà là avec Backspin, mais encore plus à venir, j'espère. Et qui, je pense, est à pas grand chose d'être vraiment très solide. Parce que là, il y a encore quelques cartes qu'on joue parce qu'il faut, parce qu'on n'a pas mieux, parce que voilà. Mais s'il y avait genre 2-3 slots sur lesquels on avait une meilleure carte, euh, je pense que le deck serait vraiment possiblement tier A. Et donc c'est, bah, moi je trouve c'est toujours bien de, enfin, c'est toujours sympa de jouer un deck et de kiffer le deck et de devenir bon dessus quand il n'est pas encore très méta. Comme ça, quand il devient méta, bam, vous êtes déjà le meilleur dessus. Voilà, ça fait le tour. Le deck sera en description de la vidéo, comme je l'ai déjà dit. N'hésitez pas, si vous le testez, à me faire des retours sur des cartes que vous aimez pas, que vous joueriez, que moi je ne joue pas, des cartes que je joue, que vous trouvez vraiment nulles. Encore une fois, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans la liste, je pense. Donc il y a beaucoup de flexibilité et de possibilités sur ce que vous voulez faire et comment vous voulez jouer le héros. Des bisous tout le monde. Encore une fois, je sais pas quand sort cette vidéo, mais continuez à liker, à regarder, à mettre des commentaires, ça nous aide beaucoup. Si vous l'avez raté et que ça sort après, le cast du BH Paris sera en rediffusion sur la chaîne YouTube normalement. Si vous voulez vous abonner parce que c'est pas encore fait, faites-le. Ce sera très sympa. Et voilà, hein. Je crois que c'est tout.